Bonjour à tous. Merci Patricia. Tout le monde m'entend là? C'est bon? Allô? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, on t'entend parfaitement, Matt, c'est bon. Ok. C'est parfait. Bon, je me présente rapidement. Je suis Matt Sissombad. Je suis territory manager pour l'Afrique francophone. Donc, je suis le responsable commercial de toute la région, qui concerne à peu près 22 pays. Et je suis très enchanté d'être aujourd'hui auprès de C Digital, donc pour cette session de présentation. Je suis accompagné d'Arnaud Kenon, donc qui interviendra par la suite, juste après moi, et de Fortuné Kouacha, qui est donc le Regional Sales Manager de notre distributeur Exclusive Networks. Alors, je vais juste prendre quelques minutes pour vous présenter Vim, pour ceux qui ne connaissent pas, et rafraîchir un petit peu l'actualité pour ceux qui nous connaissent déjà. Vim est le leader incontesté du marché. Il est numéro 1 dans le monde depuis un peu plus de 18 mois pour sa capacité de réalisation et bien sûr il est nommé leader sur le Magic Quadrant de Gartner et je reviendrai par la suite sur la prochaine slide. Vim a des solutions qui aujourd'hui adressent près de 81% des entreprises les plus fortunées, des 500 entreprises les plus fortunées. Mais le succès de Vim a été opéré grâce aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, puisque aujourd'hui Vim s'est adressé à une grande diversité de tailles d'entreprises avec ses solutions. Le succès de Vim a été initié pour la plupart au niveau des petites entreprises et progressivement nous sommes orientés avec l'évolution de nos solutions vers les grandes entreprises. C'est près de 5000 personnes dans le monde et 450 000 clients aussi. Donc c'est la base installée la plus importante au niveau des éditeurs de logiciels concernant la protection moderne des données. Ça c'est un fait important, ça montre la diversité de nos clients. Alors, je reviens juste un petit peu sur Magic Quadrant pour certainement beaucoup d'entre vous qui connaissent ce tableau. C'est un cabinet d'études qui permet de voir, on va dire, la position d'une marque au niveau de son secteur d'activité concernant ses capacités d'exécuter au niveau de ses solutions et la vision qu'il peut en avoir. Vim est leader pour la 6e année consécutive. Vim est une société qui a été créée il y a à peu près 15 ans et vous voyez qu'en l'espace de 15 années, Vim est passé 6 fois de suite leader dans cette catégorie-là. Pourquoi on est arrivé leader de cette manière-là et qu'on avance et qu'on évolue de manière aussi rapide? C'est parce qu'on a un taux de reconnaissance de satisfaction client qui est assez important puisqu'il est de l'ordre de 82% par rapport au taux de recommandation sur un outil qui s'appelle le Net Promoter Score qui permet de voir au niveau d'une marque la recommandation des clients concernant la simplicité, les fonctionnalités de ces solutions, l'accompagnement du support de la marque, l'accompagnement commercial et technique et surtout la capacité de renouveler ses produits avec la marque. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce taux-là représente le taux le plus élevé du marché. La plupart des éditeurs dans le même domaine d'activité sont à peu près entre 20 et 30%. On a quand même d'autres sociétés dans des industries différentes, telles que Netflix, qui sont à 60%, ou Amazon de même manière. Alors, quelques références de Vim au niveau dans le monde de manière globale. Donc vous avez des marques assez connues et reconnues, telles que Airbus, Shell, Fujitsu, Siemens, Volkswagen, Fujifilm. Donc ça, ce sont des références au niveau du monde où les infras sont très très importantes. On parle de plus de 10 000 machines virtuelles. Et on a aussi, bien sûr, de même manière, des grandes entreprises sur la région de l'Afrique francophone. Et là, vous reconnaîtrez certainement certains logos qui représentent quelques références au niveau de Vim, comme le port autonome de Cotonou, Dax Petroleum,
le ministère de l'Économie et des Finances. On a même tout récemment le port autonome de Lomé et le port autonome de Douala, qui est donc en cours aussi de même manière, avec aussi dans des domaines d'activité différents, tels que les opérateurs télécoms comme Inouï, le deuxième opérateur du Maroc, ou les sociétés sur tout ce qui est eau et électricité, comme le groupement de services eau et électricité en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à Sénélec au Sénégal. Voilà un petit peu pour la présentation de VIM, avec en finale un complément sur les différents partenariats que VIM peut avoir, parce que VIM est un éditeur logiciel qui est agnostique, c'est-à-dire qu'il ne dépend d'aucun hardware, mais a des partenariats très spécifiques avec un certain nombre de constructeurs ou d'éditeurs logiciels pour avoir une intégration directe avec eux. Là, vous pourrez voir les partenaires fondamentaux, ceux qui sont dans le cloud et les partenaires technologiques. J'ai précisé une marque, juste pour faire plaisir à Fortuné, qui est la marque Quantum. Inutanix. Inutanix, bien sûr. Alors, pourquoi VIM? Monsieur Arnaud. Pourquoi VIM? Je te laisse te présenter et prendre la suite. Merci à tous. Matt, merci. Bonjour à tout le monde. Je pense que Matt a fait les présentations. Je suis Arnaud. Pourquoi VIM? La question, c'est de savoir pourquoi il serait pertinent, opportun pour vous de faire le choix VIM. Pour quelle raison est-ce que... Comment? Apparemment, le volume serait trop bas. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que c'est mieux? Oui, moi je t'entends très bien, Arnaud. Ok. Bon, alors, pourquoi VIM? L'objectif pour moi, ce matin, c'est de vous présenter, de vous donner un peu de visibilité sur ce qu'on appelle la proposition de valeur de VIM, sur la vision technologique. De manière simple, c'est vous présenter un peu ce que VIM sait faire, notre cœur de métier, et le type de problèmes pour lesquels on essaie d'apporter des solutions. C'est principalement ça. Quels sont les types de problèmes pour lesquels on est censé vous aider, vous accompagner éventuellement, que vous ayez une idée un peu de ce qu'on sait faire et de ce qu'on propose à nos clients pour adresser un certain nombre de problématiques rencontrées. Tout ce qu'on va proposer en termes de technologie, en termes de fonctionnalités, en termes de mécanismes techniques, tout ça, ça a un seul objectif, c'est d'apporter des solutions à différents problèmes que vous rencontrez, à différentes problématiques, à différents défis, challenges, on peut utiliser plein de termes. C'est vous proposer des solutions à l'ensemble de ces problèmes pour vous apporter beaucoup plus de simplicité, une tranquillité d'esprit, beaucoup plus de confiance et de sérénité en matière de protection de données. Voilà, vous donner cette assurance et cette confiance et cette sérénité-là. C'est ça l'objectif derrière tout ce qu'on peut évoquer en termes de technologie, de mécanismes, de fonctionnalités et autres. Donc la technique, c'est bien, mais voilà, c'est d'abord de la technologie pour répondre à un objectif précis, celui de vous aider, de vous donner cette confiance, cette sérénité, et d'apporter beaucoup plus de résilience, d'abord à votre stratégie de protection de données, et de manière plus large, beaucoup plus de résilience à vos infrastructures informatiques, à vos ressources informatiques, à vos assets informatiques, à vos applications informatiques. Alors, tous les choix technologiques qu'on est amené à faire, toutes les innovations technologiques qu'on a réalisées ces 15 dernières années. VIM est une société qui a 15 ans d'existence. Donc, toute cette innovation technologique, les fonctionnalités, les roadmaps technologiques, les choix technologiques stratégiques qu'on peut prendre, on ne les prend pas par hasard. On s'appuie évidemment sur la situation
de nos clients, hein, l'état du marché. Et donc, on fait des études sur le marché, c'est ça exactement. Retour d'expérience, on interroge nos clients, on interroge certaines entreprises qui ne sont pas clientes, pour essayer de bien comprendre, bien identifier les vraies difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous clients, au quotidien, dans la gestion, quand on parle de gestion et protection de données, stratégie de protection de données. Évidemment, quand on fait ces études-là sur un grand nombre de clients, on se rend compte que les difficultés et les problèmes sont, voilà, on peut les catégoriser, et que ce soit les mêmes difficultés qui reviennent. Et fort de ces analyses-là, on peut connaître, enfin, en tout cas chez Vim, on connaît à l'avance les réels problèmes rencontrés, les défis qui sont rencontrés par nos clients. Et cette préanalyse nous permet ensuite de faire des choix et de définir la feuille de route en termes de développement, en termes d'innovation, en termes d'innovation technologique et de fonctionnalités techniques et autres. Dans les grandes lignes, quels sont les défis et les principales difficultés qui sont liées à la protection des données? Quand on parle de stratégie de protection de données dans l'ensemble, quelles sont les difficultés principales? Il y en a d'autres, mais voilà, on peut simplifier avec une petite dizaine de challenges et de défis auxquels vous êtes confrontés. Les premières difficultés, c'est la gestion des environnements. Gérer de manière simple son environnement d'abord, donc avoir une visibilité qui soit la plus complète possible, qui soit la plus exhaustive possible. Et on sait aujourd'hui que avec toutes les initiatives lancées dans les entreprises pour améliorer les services, pour digitaliser les services, pour numériser, on parle de transformation numérique, transformation digitale, tout ça, ça génère évidemment beaucoup d'informations, énormément de données. Ces données, il faut les stocker, il faut les gérer, il faut les manipuler. Et donc les infrastructures grossissent très vite depuis de nombreuses années. Et tout ça, ça génère de la complexité. Donc il faut pouvoir gérer cette complexité-là. Il y a un vrai problème d'infrastructures de plus en plus complexes et il faut apporter des technologies qui soient capables de simplifier tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre difficulté? Des problèmes, des difficultés autour des sauvegardes. Voilà. Quand on parle de protection de données, la première chose à faire, la première étape, quand on parle de protection de données au sens large, c'est d'abord la sauvegarde. La sauvegarde, c'est une étape, c'est peut-être la première étape qui est importante, qui est essentielle, parce que sans la sauvegarde, sans une sauvegarde fiable, réalisée dans de bonnes conditions et autres, on peut difficilement avoir une stratégie de protection de données qui soit complète. Donc la sauvegarde, c'est très important. C'est le point de départ de toute cette histoire qu'on est en train de se raconter. Les difficultés de sauvegarde, des sauvegardes qui ne sont pas fiables, des sauvegardes parfois qui sont trop longues, qui prennent beaucoup trop de temps, des sauvegardes, des problèmes des tests de restauration qui ne sont pas réalisés suffisamment avec une fréquence suffisante. Et donc, il y a un manque de confiance de nos clients sur leur sauvegarde. Beaucoup de clients qui sauvegardent, mais qui ne savent pas s'ils sont en mesure de pouvoir restaurer le moment venu ou pas. Et parfois, des sauvegardes qui sont tellement longues dans le temps, qui prennent tellement de temps que les RPO, là on parle de RPO, c'est simplement la quantité de données que vous êtes potentiellement en mesure de perdre si vous avez un incident, au lieu de perdre potentiellement une journée de travail, si une sauvegarde dure 2 jours, 3 jours, vous avez, on parle de RPO, un RPO qui est de 3 jours. Donc potentiellement, vous pouvez perdre 2, 3, 4, 5 jours d'informations si les sauvegardes prennent beaucoup trop de temps. Donc des sauvegardes qui sont lentes, évidemment des restaurations qui ne sont pas fiabilisées, parce que c'est bien de sauvegarder, il faut pouvoir restaurer derrière. La sauvegarde, c'est surtout pour restaurer. La sauvegarde, ce n'est qu'une étape. La finalité de la sauvegarde, c'est de pouvoir restaurer, récupérer l'information, pouvoir restituer la donnée quand on en a besoin. Au moment où on en a besoin, c'est pas... Parfois, la donnée, on la veut tout de suite. Il faut qu'elle soit restituée et restaurée en quelques minutes pour certaines applications critiques ou quelques heures. C'est pas 24 heures ou 2 jours après. Parfois, c'est trop tard et les conséquences peuvent être importantes. Donc des problèmes de sauvegarde, des restaurations qui sont beaucoup trop lentes, des temps de restauration qui sont trop longs, qui ne correspondent pas
aux exigences applicatives qui empêchent certaines directions informatiques de s'engager sur des temps de restauration et de prendre des SLA, par exemple, en disant, voilà, je suis capable de restaurer la base de données Oracle, je suis capable de la restaurer en 2 heures. Nos clients ont beaucoup de mal, les directions informatiques de nos clients ont beaucoup de difficultés à tenir des engagements en termes de temps de restauration. Ça, c'est des difficultés, des challenges qui sont directement liés à la technologie, à l'infrastructure, à tout un ensemble de choses. Qu'est-ce qu'on a comme autre difficulté? Le temps consacré à la sauvegarde, les temps de gestion. Les directions informatiques considèrent que la sauvegarde prend beaucoup trop de temps parce que les administrateurs doivent gérer sans arrêt des problèmes, des difficultés, des erreurs qui doivent être corrigées, des pannes au niveau des sauvegardes. Et donc, c'est des activités qui sont très chronophages. Une des manières de les adresser, c'est d'automatiser un certain nombre de choses ou d'avoir une solution de sauvegarde qui soit beaucoup plus fiable, de choisir la bonne solution de sauvegarde qui permet de réduire les opérations manuelles, qui permet de fiabiliser les sauvegardes et une solution suffisamment simple pour que le maximum de personnes à l'IT soient en mesure de prendre en main la solution facilement, de la gérer au quotidien de manière très simple. Donc, ça, c'est directement lié souvent à la complexité de certaines solutions de sauvegarde qui génèrent une charge de travail beaucoup plus importante pour les administrateurs et qui posent d'autres problèmes. Par exemple, lorsqu'une solution de sauvegarde est trop complexe, il faut une compétence spéciale qui ne s'acquiert pas tout de suite. Donc, les DSI ont du mal à trouver des profils compétents sur la technologie parce que la solution est tellement complexe qu'il y a très peu de gens sur le marché qui sont compétents et qui ont l'expérience suffisante. Donc, tout ça, ça pose d'autres difficultés également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, on parle de difficultés. L'une des difficultés, des challenges majeurs aujourd'hui, c'est le risque, tous les risques, l'ensemble des risques qui pèsent sur vos données. Donc les risques, je parle des risques de type cyber. La menace cyber, évidemment, c'est la plus importante, je veux dire. En tout cas, c'est devenu la préoccupation majeure de toutes les directions informatiques. Et dans les menaces cyber, il y en a une qui est prédominante, c'est la menace ransomware. Bon, on ne va pas décrire le principe de ransomware, mais c'est une vraie menace qui pèse sur vos données. Et on sait aussi que vous, clients, vous avez beaucoup de difficultés beaucoup de difficultés. En tout cas, vous êtes préoccupés par la sécurisation de vos environnements et vous êtes à la recherche de réponses, de solutions pour protéger le mieux possible vos environnements et avoir une résilience suffisante. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, les sauvegardes, la détection des menaces, tout ça, ce sont des problématiques et des besoins exprimés par nos clients, des difficultés pour lesquelles les clients, vous, utilisateurs, les entreprises, sont à la recherche de technologies pour aider dans ce sens. Il y a d'autres difficultés sur les aspects, en fait, sur des types de données qui sont nouveaux et récents dans vos environnements. C'est toutes les données qui sont stockées sous différentes formes, sous différents formats, à différents endroits. Je pense que vous êtes... on sait qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs de la messagerie de Microsoft. Il y a eu, ces dernières années, il y a un transfert qui s'est opéré des environnements on-premise locaux vers le cloud de Microsoft pour bénéficier des services de messagerie, pour plein d'avantages et plein d'intérêts. Le sujet n'est pas là, mais le fait de déplacer ces données ou de créer de nouvelles informations, de nouvelles données dans les environnements cloud publics ou autres, amène d'autres nouvelles problématiques. C'est comment protéger toutes ces données générées dans le cloud, comment les protéger et assurer un niveau de protection équivalent aux données qui étaient déjà protégées de manière optimale on-prem. Et comment avoir une visibilité globale sur l'ensemble de ces données, à la fois les données on-premise, mais toutes celles qui sont transférées ou générées directement dans le cloud. Toutes les applications cloud natives qui sont développées, déployées par certains clients, l'utilisation des services cloud, les applications SaaS, Microsoft 365 en est une, mais vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser ou être clients, utilisateurs d'offres de type IaaS, de tous les hyperscalers, Azure, Amazon, AWS et Google Cloud. Et donc, une difficulté, c'est comment protéger aussi ces données de manière centralisée, avec une gestion centralisée optimale qui permet d'avoir une visibilité globale sur les données et surtout d'assurer aussi une certaine portabilité
une certaine réversibilité entre tous ces environnements-là. Sauvegarder dans le cloud, je restaure on-premise, je peux sauvegarder on-premise et restaurer dans le cloud. Voilà, pour pouvoir offrir différentes passerelles entre tous ces environnements-là, parce que vos environnements aujourd'hui sont de plus en plus hybrides. Il y a une réelle hybridation des environnements, et ça, c'est une tendance. Et on sait que c'est une demande du marché. Et donc, voilà, fort de tout ça, de toutes ces études, Veeam a une proposition de valeur avec des axes technologiques, une vision technologique, qui a pour objectif, vocation d'adresser, en tout cas d'essayer d'adresser l'ensemble, le maximum de points et de problématiques, difficultés qu'on vient de voir. Alors, comment est-ce qu'on y répond? Comment est-ce qu'on tient la promesse de vous aider, de vous accompagner sur chacune de ces difficultés, chacun de ces points? On va le faire avec de la technologie, avec une vision, voilà, qui oriente les développements, qui définit la roadmap, les choix de fonctionnalités ou d'environnement qu'on va intégrer dans notre offre. Et cette vision, pour simplifier les choses, elle s'articule aujourd'hui autour de 3 axes, 3 piliers essentiels que vous avez sur le slide à l'écran: sécurité, restauration, liberté. Sécurité des données, restauration des données, liberté des données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, si on détaille ces points-là? Dans le contexte actuel et dans la liste des défis et des challenges qu'on a évoqués précédemment et qu'on a pu noter suite à nos nombreuses enquêtes, on sait que l'aspect sécurité est un axe majeur. C'est une préoccupation, c'est peut-être la préoccupation la plus importante de toutes les directions informatiques face à la menace ransomware. Comment sécuriser davantage l'environnement, comment protéger les sauvegardes. Pourquoi on parle de sécurité? Alors, nous ne sommes pas chez Veeam un acteur de la cybersécurité. Veeam n'est pas un acteur de cybersécurité. Vous avez plein d'acteurs, d'éditeurs qui sont spécialistes de cette industrie de la sécurité. Tous les éditeurs qui proposent des solutions de détection d'intrusion, de pare-feu, d'XDR, EDR, antivirus, tout ça, on est dans l'industrie de la cybersécurité. Nous ne sommes pas chez Veeam un acteur de cybersécurité. Mais pour autant, on contribue, on participe à l'effort global qui permet à nos clients de sécuriser davantage et d'avoir une meilleure résilience, c'est-à-dire améliorer la capacité à se relever, la capacité à restaurer, à redémarrer les applications à la suite d'un incident majeur. Donc on dit plutôt chez Veeam qu'on est un acteur de cyber-résilience. C'est-à-dire qu'on va... il y a d'abord les barrières qui sont positionnées, toutes les barrières, tout ce qui est mis en amont pour empêcher des intrusions, empêcher des attaques et autres, ce sont des acteurs de la cybersécurité qui le gèrent. Mais il faut avoir une approche, une réponse qui est globale, en amont et en aval. Et prévoir de la situation, prévoir le scénario où toutes les barrières qui auront été posées en amont, toutes ces barrières-là sont franchies. Et c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est arrivé au meilleur, et c'est sans doute quelque chose qui va vous arriver. Aucune technologie n'est infaillible. Vous pouvez investir énormément de budget et d'argent dans des mécanismes de détection d'intrusion. Vous pouvez utiliser les pare-feux les plus performants de la planète, avoir les meilleurs ingénieurs en sécurité, avoir les meilleurs antivirus du marché. En aucun cas, ça ne vous garantira de ne pas être victime d'une attaque ransomware ou d'une intrusion externe. Les attaques ransomware, suivez l'actualité, vous verrez que toutes les entreprises sont concernées, les petites et les grandes. La petite PME, des hôpitaux et des entreprises du Fortune 500 aux États-Unis, du CAC 40 en France, des sociétés renommées mondialement avec des budgets illimités en informatique, elles ont quand même été victimes d'attaques ransomware. Elles ont été victimes d'intrusions et il a fallu, pour certaines, restaurer, redémarrer l'activité. Et tout ça, ça a occasionné des interruptions très longues pour certaines entreprises avec des millions de dollars de pertes. Donc, il faut prévoir les deux, c'est-à-dire qu'il faut une réponse, se protéger en amont en mettant des barrières, mais il faut anticiper, prévoir le scénario où toutes ces barrières sont franchies et se préparer à se relever, se préparer
restaurer l'activité, restaurer les données, redémarrer vos applications dans un certain ordre. Et ça, c'est le métier de Vim. Notre promesse, c'est de vous aider à mieux vous relever, vous aider à être beaucoup plus résilient. Encore une fois, je vais beaucoup parler de résilience, c'est peut-être un terme qui est très galvaudé en ce moment, mais c'est simplement la résilience, la capacité de se relever. Donc, une infrastructure qui est résiliente, c'est une infrastructure de sauvegarde, une stratégie qui va vous permettre de redémarrer vos applications selon les indicateurs de performance que vous avez définis, selon vos KPI qui vont dépendre de la criticité de vos applications, du métier de l'entreprise, de l'activité, du secteur d'activité, de l'industrie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle sur ce slide, sécurité des données. En fait, en résumé, c'est que Vim a tout un arsenal de fonctionnalités, de technologies qui vont permettre de d'abord sécuriser les sauvegardes elles-mêmes. Les sauvegardes, ce sont des copies identiques de vos copies de production. Donc ce sont des copies de données qui ont exactement la même valeur que les données de production. Et donc, il faut protéger ces sauvegardes-là. Pourquoi il faut les protéger d'ailleurs dans le contexte ransomware? Parce que lorsque on sait que dans les intrusions et les attaques ransomware pour lesquelles des clients ont communiqué, on sait que les sauvegardes ont été ciblées dès le départ. Les sauvegardes ont été ciblées dès le départ lors des intrusions pour ôter cette capacité de restauration au client. Si le client n'a plus cette capacité de restaurer, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il est contraint de payer la fameuse rançon du ransomware et de prier pour pouvoir récupérer ces données, prier pour recevoir la clé de déchiffrement, pour pouvoir récupérer ces données et repartir et relancer son activité. Et donc les sauvegardes, il faut les protéger. Il faut les protéger de cette menace de suppression, de cette menace de modification et autres. Et donc derrière, il y a de la technologie côté Vim qui apporte cette sécurité, qui permet de verrouiller les sauvegardes, d'empêcher qu'on puisse les supprimer. On peut aussi utiliser des mécanismes au niveau matériel de certains constructeurs qui ont aussi cette capacité à protéger des données, protéger les sauvegardes d'une suppression malveillante. Toujours sur la sécurité, la sécurisation des accès aussi. Qui accède à l'interface de gestion de manière concrète? Comment est-ce qu'on contrôle les accès à l'interface de gestion de l'infrastructure de sauvegarde? En sachant que Vim, que les solutions de sauvegarde au sens plus large ont un accès privilégié aux informations. C'est un élément central de toute l'infrastructure. On va accéder aux données en production, on va les lire, et on va les copier dans un réceptacle de sauvegarde, dans un espace de stockage, pour les archiver et les sauvegarder. Et ensuite, on a besoin aussi parfois d'interaction avec les applications pour pouvoir les traiter de manière cohérente et consistante. Et donc, l'outil, la solution de sauvegarde a un accès critique à l'information. Il faut donc protéger les accès, limiter les accès et savoir qui a le droit d'y accéder, qui effectue certaines opérations, avoir un réel contrôle sur les accès à l'infrastructure de sauvegarde. Donc il y a beaucoup de choses qui existent chez Vim. Je ne vais pas dresser l'inventaire de tous les mécanismes, toutes les fonctionnalités qui permettent de sécuriser les accès. Mais vous avez par exemple du MFA, l'authentification multifacteur pour sécuriser les accès. L'authentification multifacteur est l'une des authentifications les plus robustes aujourd'hui. Donc c'est une authentification à 2 facteurs qui permet de sécuriser un peu tout ça. Il faut pouvoir sécuriser la restauration aussi. On reste toujours dans la sécurité. Lorsque vous restaurez, on peut vous aider à avoir beaucoup plus de confiance, vous donner la garantie que les données restaurées sont intègres, qu'elles ne représentent pas un risque, que vous ne prenez pas le risque de contaminer à nouveau la production en faisant une restauration. Donc ça, c'est des choses que Vim peut mettre en œuvre en intégrant des antivirus qui vont faire ce travail de scan pour détecter des menaces éventuelles et finaliser la restauration ou l'interrompre en cas de détection d'une menace, voilà, de manière simple. Donc, voilà, autour de la sécurité et aussi la détection. Vim peut contribuer à la détection des menaces. On a des fonctionnalités qui permettent d'analyser le contenu des sauvegardes et qui vont détecter la présence d'un malware, par exemple, et déclencher une alerte qui va être remontée à l'administrateur. On peut, lorsque vous utilisez des tests de restauration, les mécanismes de tests de restauration Vim, on a des fonctionnalités qui permettent d'automatiser les tests de restauration.
Durant les tests de restauration, on peut aussi mettre en œuvre cette analyse antivirus pour vérifier que les sauvegardes sont clean, entre guillemets, qu'elles sont propres, qu'elles sont intègres, et qu'il n'y a pas de menace quelconque à l'intérieur des sauvegardes. Donc Vim contribue à la détection. Notre métier n'est pas la détection d'intrusion de menaces, mais on y participe. On participe à l'effort global. Et encore une fois, pour avoir une stratégie résiliente, il faut multiplier les couches, combiner les mécanismes, les fonctionnalités. Plus vous avez de couches en fait, de protection, meilleure est votre résilience. Okay. La restauration. Pourquoi c'est important chez nous, la restauration? Et pourquoi ça fait partie des piliers de notre vision technologique? Parce que la restauration, c'est la finalité de toute cette histoire. On sauvegarde, on protège, mais l'objectif, c'est de pouvoir récupérer la donnée. La sauvegarde, c'est un peu lorsque vous plantez des graines pour vous arroser, vous préparez la terre, vous arrosez, et puis ensuite, la finalité, c'est de récolter. La finalité de tout ça, c'est pas de planter les graines, vous arrosez, vous entretenez pour pouvoir récolter les fruits à terme. C'est un peu la même image. Donc la restauration, c'est évidemment très important, mais il faut pouvoir restaurer de manière optimale. C'est restaurer vite ce qui doit être restauré vite. Et qu'est-ce qui doit être restauré vite? C'est toutes vos applications les plus critiques. Les données les plus critiques, celles qui font tourner l'entreprise, celles qui assurent le service, celles qui permettent à l'entreprise de gagner de l'argent. Tout ça, c'est ce qui est critique. Parce que sans ces applications-là, l'entreprise n'existe plus, ou l'entreprise perd beaucoup d'argent. Donc ça, c'est ce qui est critique. Et ces données critiques, une fois qu'elles sont identifiées, il faut pouvoir les restaurer le plus rapidement possible. Et les temps de restauration vont dépendre, c'est à vous de les définir en fonction de la criticité, il faut faire des analyses, des études, pour définir un temps maximum de restauration pour perdre le moins d'argent possible, ou ne pas mettre en danger l'entreprise, ou ne pas entraver ou dégrader la réputation de l'entreprise, la réputation du service public. Quand c'est un service public qui n'a rien à vendre, il y a aussi parfois un enjeu de réputation derrière tout ça. Et donc, la restauration, c'est un des points forts de Vim depuis de nombreuses années. Restauration simple, restauration rapide, instantanée, on verra un peu tout à l'heure, restauration granulaire et une restauration que vous pouvez automatiser avec de l'orchestration également et autres. La liberté. Qu'est-ce qu'on entend par liberté? Liberté des données. La liberté des données, c'est un axe qui a toujours orienté nos choix. Je dirais que la liberté des données, c'est vraiment dans l'ADN de Vim, c'est peut-être même philosophique, certains le disent comme ça. C'est dans tout ce qu'on fait, dans tous nos choix, design, fonctionnalités et autres, quelque chose de central, c'est qu'on veut donner le maximum de liberté à nos clients, le plus de liberté. Jamais on essaiera d'enfermer nos clients dans une technologie logicielle, une technologie matérielle quelconque. Et on dit qu'on est agnostique, c'est-à-dire que Vim discute et parle avec tout le monde, quel que soit le type de stockage que vous avez, quel que soit les types de protocoles que vous utilisez pour accéder à l'information, quel que soit le type de serveur, de baie de stockage, de constructeur, Vim fonctionne. Il n'y a aucune adhérence directe avec les couches matérielles et avec les choix que vous pouvez faire au niveau matériel. Que vous ayez des affinités avec Dell, avec Pure Storage, NetApp, Lenovo, ce sont vos choix. Ce sont vos choix. Et vous pourriez, chacun de ces cas, implémenter la solution et la faire fonctionner. Les sauvegardes Vim sont portables. Il y a une caractéristique essentielle qui est un vrai différenciateur d'ailleurs de Vim sur le marché. C'est un réel peut-être le plus important différenciateur, c'est la portabilité qu'on apporte à nos sauvegardes. Les sauvegardes Vim sont portables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous sauvegardez vos données, vous sauvegardez des VM, VMware, Hyper-V, AHV, des machines physiques, des serveurs Unix, du NAS, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance pour Vim. Tout ça, ça va converger vers des espaces de stockage et ça va être stocké sous le même format.
Au moment de restaurer, vous avez le choix de choisir la destination de la restauration. Parce que les sauvegardes sont portables et sont totalement autonomes. Vous sauvegardez VMware, vous pouvez restaurer chez Hyper-V. Vous sauvegardez HV, vous restaurez chez Hyper-V. Vous sauvegardez Hyper-V, VMware. Vous sauvegardez VMware, donc des workloads on-prem, vous pouvez restaurer dans le cloud d'Azure, Microsoft, Azure VM. Vous pouvez restaurer dans des VM EC2 d'AWS, Amazon. Vous pouvez faire la même chose sur GCP, Google Cloud Platform. Et l'inverse est vrai. Nos solutions de sauvegarde de ces environnements cloud, sauvegarder des VM Azure par exemple, vous pouvez les restaurer, les ramener on-premise et les restaurer sur votre VMware, votre Hyper-V. Donc cette portabilité, c'est ce qui donne cette liberté. Aucune contrainte au niveau plateforme de virtualisation, aucune contrainte au niveau cible de sauvegarde ou target de sauvegarde ou repository de sauvegarde, une indépendance au niveau cloud public et une vraie mobilité de vos données, mobilité cloud on-prem, cloud public et de manière réversible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a toujours orienté nos choix. On est agnostique, on est software defined, logiciel, et vous êtes totalement libre dans les choix que vous pouvez réaliser. À aucun moment, vous ne serez contraint de rester sur tel stockage, contraint de rester sur tel plafond de virtualisation ou contraint de laisser vos données sur Azure et ne pas pouvoir revenir en arrière si vous décidez, par exemple, de rapatrier vos données d'Azure ou AWS, peu importe. Okay. Donc la liberté de données, c'est quelque chose de très important chez Vim, et c'est un de nos différenciateurs. Quand on dit pourquoi Vim, c'est peut-être pour ça. L'une des raisons premières, c'est avec Vim, vous êtes libre, vous avez de la liberté, vous pouvez définir vos ordres, vous avez une flexibilité qui est optimale et totale pour faciliter la mise en œuvre et la réalisation de votre stratégie de protection de données. Alors je parle, je suis assez bavard, mais le temps est en train de filer, il va être 11 heures. Non, ouais, peut-être des questions, ouais. Ça permet un peu de casser un peu le... Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde les questions par texte. Qu'est-ce qu'on a comme question? Est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée par texte ou micro, hein, vous pouvez ouvrir vos micros, poser vos questions. Allô? Oui. Merci Arnaud pour cette partie de la présentation. Comme tu viens de le dire, vous avez l'occasion d'avoir l'équipe Vim. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions et ils se feront un plaisir de vous répondre. Sur le chat, il y a Monsieur Patrice qui demande s'il peut avoir après la présentation. Arnaud. Ah, ça c'est une question facile, ça. Matt, tu veux répondre? C'est possible? Oui, bien sûr. La présentation sera partagée par Respect Digital. Super. Monsieur Michel, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question ou sinon le mettre sur le chat. Allô? Oui, allô? Oui. Allez-y. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Michel Tepé, IT dans une entreprise de la place. J'aurais une question. En termes de bande passante, est-ce que Vim demande une bande passante particulière ou alors tout dépend de la taille des données, la quantité de données à héberger, à sauvegarder plutôt? La réponse est dans la deuxième affirmation. C'est-à-dire il n'y a pas d'exigence de la part de Vim d'une bande passante minimum pour fonctionner. Okay. La bande passante nécessaire dépend du volume de données à sauvegarder et dépend surtout du temps dans lequel vous souhaitez sauvegarder la donnée. Donc il y a le volume de données à prendre en compte,
Si vous dites j'ai un volume de données, j'en sais rien, j'ai 100 Tera, je prends un truc au hasard, hein, arbitraire. Si j'ai 100 Tera à sauvegarder, si je veux le sauvegarder, si je veux sauvegarder ces 100 Tera en 4 heures et pas 20 heures, c'est ces deux informations-là qui vont permettre de définir la bande passante nécessaire pour le faire. C'est un peu comme, il faut vraiment voir Vim comme, c'est un camion qui part, je sais pas, d'une usine, charge des informations et qui doit aller vers une destination livrer les colis. Et il va passer par des routes, des autoroutes, des petites routes qui sont embouteillées ou pas. Et donc le temps de transfert, le temps nécessaire pour acheminer le colis, les colis vont dépendre du temps qui est mis pour charger la donnée au départ. Hein, s'il y a 20 tonnes à charger, ça prendra un peu plus de temps que s'il y a 1 tonne. Donc le volume de colis à charger. Ensuite, ça va dépendre du trafic, de la circulation, est-ce qu'on a des autoroutes L'état des routes. Exactement. L'état des routes, est-ce qu'il y a des embouteillages, pas d'embouteillages, et c'est ça la bande passante. Donc pour connaître, si vous vous posez la question, quelle est la bande passante qu'il me faut côté Vim pour externaliser par exemple des sauvegardes et les envoyer vers un site secours, ou les envoyer dans le cloud, ou les envoyer vers les data centers de ST Digital par exemple, qui vous proposent des services de cloud stockage, il faut connaître le volume de données et savoir en combien de temps vous voulez transférer ce volume de données. Et vous faites une simple division et vous avez la bande passante nécessaire qu'il vous faut. Donc c'est volume de données et le temps de transfert nécessaire que vous souhaitez avoir. Donc, côté Vim, il n'y a pas de limitation, on va s'adapter en fait. C'est-à-dire que si on a une petite bande passante, l'opération va être plus longue. Si c'est une bande passante rapide, ce sera beaucoup plus rapide. Donc on s'adapte à la taille de l'autoroute et à la circulation et à tout ça. Mais l'information sera bien acheminée. Les sauvegardes vont être créées, mais selon la bande passante, la nature des routes, ça prendra plus ou moins de temps. D'accord, merci. Pas d'autres questions? On avance alors. J'aurais peut-être une dernière question, oui. Dites-moi. Alors, à supposer que je sois, je sais pas, propriétaire d'un centre d'appel, oui, et j'ai mon serveur d'appel que j'ai déployé. On va prendre un truc relativement simple, Axeris avec FreePBX comme interface web. Est-ce que Vim me donne la possibilité de sauvegarder toute cette configuration-là, je vais dire mon serveur, et éventuellement, si le support physique crash, je puisse rapatrier tout ce serveur-là directement dans un nouveau support physique? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est notre métier, ça. C'est ce qu'on sait faire, c'est sauvegarder vos données en sauvegardant. On sauvegarde, si c'est des machines virtuelles, on va sauvegarder toute la machine, toute l'enveloppe de la machine. Si c'est un serveur physique, on va sauvegarder tout le serveur physique. Et vous aurez la possibilité de restaurer cette donnée de différentes manières. Vous pouvez restaurer le serveur intégralement sur un nouveau serveur que vous aurez acquis ou que vous aurez racheté. On réinstalle complètement l'image du serveur sur un autre serveur pour que vous puissiez récupérer ou faire repartir le fonctionnement de l'application. Donc, quel que soit en termes de sauvegarde, il y a différents niveaux de sauvegarde. On peut sauvegarder tout un serveur, toute une machine virtuelle. On peut sauvegarder que des fichiers. Si vous voulez avoir une finesse de sauvegarde, on peut aller sauvegarder uniquement une information granulaire. Et pour la restauration, vous restaurez aussi la donnée comme bon vous semble. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait faire avec plusieurs et beaucoup de possibilités en termes de sauvegarde et de restauration. D'accord, merci. Allô, il y a une main levée. Monsieur, vous pouvez poser votre question. Bonjour. Bonjour. Ok. Je vous entends. Oui, je suis à une préoccupation là par rapport à la solution Vim. Et en parlant de sauvegarde, admettons, j'ai dans mon infra le SGBD MySQL avec l'environnement de développement XAMPP ou bien WAMP, par exemple. Et je souhaiterais, si possible, est-ce que c'est possible avec la solution Vim de pouvoir sauvegarder automatiquement la base de données MySQL
pour générer automatiquement le fichier, l'extension .sql. Je ne sais pas si la question était bien posée. Et je peux reformuler. L'extension SQL, c'est quoi l'extension SQL? C'est la base, c'est une copie de la base, c'est ça? Oui, en fait, on sait que les bases de données pour MySQL ont l'extension .sql, c'est une copie de la base. Ouais. Par rapport à SGBD MySQL et non sur SQL Server, par exemple. Donc, mon objectif, c'est d'avoir l'extension .sql. On va dire quoi? Peut-être ma database, c'est SDL Technology .sql. OK. Et la question, c'est est-ce que Vim est capable de sauvegarder la base, une base MySQL en gros. Une base MySQL pour avoir l'extension là. Tout à fait, voilà. Une base MySQL. Et comme produit, à la fin, c'est d'avoir le fichier SQL là, extension. Ouais, oui, c'est possible. C'est possible. Après, il faut choisir le type de sauvegarde adapté. On peut sauvegarder toute la machine et en sauvegardant tout le contenant, on sauvegarde tout le contenu. Ou sinon, c'est simplement faire une sauvegarde niveau fichier, une sauvegarde file level, le terme qu'on utilise en général, et dire à Vim, bah, tu vas sauvegarder des fichiers spécifiques et dont des fichiers des fichiers qui contiennent la base de données. Donc le fichier MySQL tel quel, il va être sauvegardé et stocké dans une archive de sauvegarde. Et la restauration vous permettra de restaurer le fichier tel quel, en l'état, avec l'extension SQL, par exemple, ou autre, peu importe. Mais ce que vous décrivez, c'est possible via une simple sauvegarde et restauration. Soit une sauvegarde fichier parce que toutes les autres données ne sont pas importantes pour vous, ou soit une sauvegarde complète du serveur, de la machine physique ou de la machine virtuelle. Parce que quand vous sauvegardez la machine complète, vous avez la capacité de restaurer uniquement un fichier. Donc, vous prenez tout un serveur en entier. Au moment de la restauration, Vim va vous demander est-ce que vous voulez restaurer l'intégralité du serveur ou simplement restaurer certains fichiers à l'intérieur. Donc, vous avez une granularité de restauration. Vous voyez ? OK. Ouais. Donc, en gros, tout dépendra de ma stratégie de sauvegarde. Est-ce que je veux sauvegarder uniquement tout le contenu de mon serveur ou bien je veux sauvegarder uniquement mon fichier de base de données MySQL? Absolument. Ouais. En gros, avec toutes les possibilités qui sont offertes par Vim, quel que soit le scénario, la politique, la stratégie de sauvegarde que vous définissez, vous aurez toujours une fonctionnalité ou un moyen de le faire dans Vim. Voilà. Parce que la solution est suffisamment flexible et qu'il y a beaucoup de granularité, de finesse, de configuration, de gestion. Voilà. OK, merci beaucoup. Alors, si on continue. On a parlé sécurité, restauration, liberté avec la portabilité de Vim. Je voulais quand même vous parler rester dans l'objectif. Oui. Allô, Arnaud? Oui. Oui. Avant que tu ne continues la présentation, on a oublié une question sur le chat. Cela veut dire que les configurations sont aussi sauvegardées. Bon, c'est toute la question. Je ne sais pas si ça doit être reformulé ou c'est bon. Les configurations sont sauvegardées. Quelles configurations? Les configurations de quoi? Cela veut dire que les configurations sont aussi sauvegardées. J'en sais rien. Je pose la question pour être sûr de bien comprendre. La question vient de Sankfis Team. Est-ce que vous pouvez juste compléter la question? C'est-à-dire, quand vous dites configuration, c'est configuration de quoi? Bon, je pense que Sankfis Team, qui nous ont quittés. Bon, il n'y a pas de réponse. Je vais supposer que c'est les configurations Vim.
Si c'est configuration de Vim, oui, c'est sauvegardé. Oui, la réponse est oui. Si c'est la configuration de la solution de sauvegarde Vim, oui, elle est sauvegardée. Elle est sauvegardée et il y a différentes manières de protéger la configuration pour avoir une certaine tolérance de panne. La configuration de serveur et ses données. Ah, tu vois. J'ai bien fait de demander la précision. Les configurations d'un serveur et ses données. Les configurations d'un serveur et ses données. Alors, si vous dites à Vim de sauvegarder tout le serveur, la question ne se pose pas puisqu'il sauvegarde tout le serveur. On prend l'image du serveur, que ce soit une VM ou une machine physique. La machine virtuelle, on va sauvegarder l'enveloppe. Si c'est la machine physique, on va sauvegarder toute l'image. Donc si c'est une sauvegarde serveur, une sauvegarde complète, la question ne se pose pas puisqu'on sauvegarde tout le serveur. La donnée, la configuration, l'OS, on peut restaurer à l'identique. On restaure vraiment à l'identique, hein, l'image ou la VM est restaurée à l'identique de sa version sauvegardée. Donc tout est restauré en l'état. Il n'y a pas de configuration à restaurer ou autre ou de choses comme ça. Maintenant, si vous faites une sauvegarde fichier, une sauvegarde, je ne sais pas, vous avez un serveur Windows ou un serveur Linux, vous sauvegardez seulement un répertoire ou certains fichiers, bah, fatalement, là, Vim va sauvegarder ce qu'on lui a indiqué de sauvegarder. Il va sauvegarder le fichier ou le répertoire indiqué. Et tout ce qui est système, configuration de l'application, de la base, ou de l'OS, de Windows, Linux, tout ça, c'est pas sauvegardé. C'est-à-dire que si vous perdez la donnée sauvegardée, vous la restaurez. Mais en revanche, si vous perdez tout le serveur, vous avez perdu l'application, mais que vous n'avez sauvegardé qu'un seul élément, un fichier et autre, ça veut dire que pour restaurer cette donnée, il faut d'abord, dans l'hypothèse où vous perdez tout le serveur, il faudra restaurer le serveur, restaurer l'OS, installer l'application, et ensuite restaurer la donnée que vous aurez sauvegardée, injecter la donnée dans l'application. Ça fait beaucoup de travail. C'est pour ça que les bonnes pratiques, en général, aujourd'hui, enfin de nos jours, ce n'est plus une très bonne pratique de sauvegarder de manière granulaire, de dire je vais sauvegarder des fichiers, des répertoires. Parce que si vous ne faites que de la sauvegarde file level, on dit, sauvegarde niveau fichier, dans des scénarios de perte complète de l'application ou du serveur, vous allez rallonger le temps de restauration. Si vous n'avez pas de sauvegarde de l'image complète du serveur, vous allez rallonger le temps de restauration. Il faudra, si vous perdez le serveur, il faudra réinstaller le serveur, installer l'OS, installer l'application et ensuite restaurer la donnée sauvegardée par Vim, injecter le fichier par Vim. Donc la bonne pratique aujourd'hui, c'est de sauvegarder les serveurs en entier. On prend la VM, on sauvegarde l'enveloppe. La machine physique, on la sauvegarde intégralement. Mais surtout les machines virtuelles, il faut sauvegarder intégralement la machine. On prend l'enveloppe et avec cette sauvegarde unique, hein, il n'y a pas de sauvegarde file level et autres, avec la sauvegarde unique, vous avez accès à toutes les possibilités de restauration. Restauration complète du serveur, restauration de fichiers, restauration granulaire, avec des objets applicatifs. On peut aller dans le détail parce que la finesse de restauration, elle est assez importante. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sans Christine. Oui, c'est écrit. Ok, merci. Bon, je pense que j'ai apporté les réponses. Ok. Bon. Il y a une question encore? Je ne l'ai pas vue. C'est dans quoi le chat? Non, il n'y a plus de questions. Je crois qu'on peut continuer la présentation. Ok. Bon, bah allez, c'est parti. Donc, je voulais vous parler de la règle du 3-2-1. Pourquoi j'en parle de cette règle? Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette règle ou ont déjà voilà, une présentation sur le sujet, peut-être une présentation Vim, parce qu'on en parle beaucoup depuis de nombreuses années. Ce n'est pas une règle qui est inventée par Vim, mais on a énormément, beaucoup popularisé cette règle, parce qu'on considère que c'est une règle d'or lorsqu'on parle de protection de données. Lorsqu'on veut avoir un environnement et une stratégie résiliente, la base, l'élément fondamental de ça, c'est d'appliquer, de mettre en œuvre cette règle du 3-2-1, essayer de la suivre et de l'utiliser vraiment comme schéma directeur. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette règle? C'est une règle qui dit que pour toute stratégie de protection de données, il faut au minimum avoir 3 copies de données. Donc, la règle du 3-2-1, il y a le 3, avoir 3 copies de données, en considérant que la première copie, c'est la copie originale, celle qui est en production, et qu'en plus de cette copie, il faut 2 copies supplémentaires qui seront sous forme de sauvegarde. D'accord? Pour l'instant, on est sur le 3. Attention, on n'est pas encore sur le 2 de la règle, on est sur le 3. Le 3 veut dire 3 copies. La première copie, c'est la copie de production originale. Et ensuite, il faut faire 2 sauvegardes, ce qui fait au total 3 copies.
la copie originale plus les 2 copies sous forme de sauvegarde. Ça représente les 3 copies, au minimum. Cette règle, il faut toujours mettre minimum devant chaque chiffre. Rien ne vous empêche d'avoir 4 copies, 5 copies. On a des clients qui multiplient le nombre de copies parce qu'il y a une question de risque. Ils veulent vraiment se protéger contre les risques de perte et donc ils essaient d'avoir une résilience maximale. Mais le minimum, c'est 3 copies. Ça veut dire, si on doit reformuler le 3, on peut dire qu'en fait, il faut au minimum 2 sauvegardes. Dans toute stratégie de protection de données, il vous faut 2 sauvegardes au minimum. Okay, ça, c'est le 3. 3 copies. Copie originale plus 2 sauvegardes. Le 2 de la règle, le 2 du milieu, ce que ça indique, c'est le nombre de supports de stockage à utiliser pour stocker les 2 sauvegardes. C'est-à-dire, les 2 sauvegardes, sur quoi est-ce qu'on les stocke? Sur quel support on les stocke, ces 2 sauvegardes? Ce que dit le 2, c'est qu'il faut que les 2 supports soient différents ou distincts. C'est écrit distinct sur le slide, mais on peut remplacer par différents. Des supports différents, qui ont des différences au niveau logiciel, des différences au niveau matériel, mais il faut des différences. Pourquoi? Pourquoi il faut des différences? Parce que si les 2 supports, c'est-à-dire que les 2 copies de sauvegarde que vous avez sont stockées sur le même support, identique, vous prenez le risque de perdre l'ensemble des sauvegardes. Je vous donne un exemple. C'est un cas concret. Il y a quelques années, j'ai connu un client qui a fait l'acquisition de serveurs avec du disque en attachement direct, une configuration banale avec un serveur et du stockage en local, en interne. Et ces serveurs ont été utilisés pour stocker les sauvegardes Vim. Le client a choisi 2 serveurs identiques, exactement les mêmes serveurs, même référence, même contrôleur, c'est 2 serveurs identiques chez un constructeur, pas les citer. Tout fonctionnait très bien pendant de nombreux mois, tout allait très bien, et puis un beau matin, il y a eu un problème, un bug au niveau du firmware du contrôleur RAID. Donc le firmware contrôleur RAID, c'est l'élément matériel qui assure les écritures sur les disques. C'est une petite carte électronique qui permet de gérer les écritures, les lectures, parfois avec du cache et tout le reste. Bref, ce petit composant électronique, il a un logiciel qu'on appelle le firmware. Donc c'est un logiciel qui est intégré, embarqué sur cette carte pour pouvoir faire ces opérations. Et chez ce constructeur, il y a eu à une période un bug au niveau du firmware de ce logiciel, donc sur certains contrôleurs de serveurs. Et donc, ce bug firmware a engendré une corruption de certains blocs physiques au niveau des disques. Et ça a occasionné la perte d'une bonne partie des sauvegardes de ce client. C'est-à-dire que toutes les sauvegardes stockées par Vim sont restées là. Et puis, il y a un beau matin, corruption matérielle au niveau des blocs physiques des disques à cause du contrôleur RAID. Le client s'est dit très bien, j'ai une autre copie de sauvegarde, tout va bien, j'ai le temps de remonter, et puis si jamais j'ai vraiment besoin de faire une restauration, j'utilise la 2e copie qui est stockée sur le 2e serveur. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, le même problème s'est reproduit, évidemment, sur l'autre serveur. Parce que même serveur, même contrôleur, même firmware, et donc aucune différence, 2 serveurs identiques, on a une reproduction du même problème sur le 2e serveur. Et ce client s'est retrouvé avec la perte partielle, enfin, perdre complètement certaines données ou se retrouver dans l'incapacité de pouvoir restaurer certaines données. Il a perdu ses sauvegardes. Donc, le principe du 3-2-1, le 2, c'est de dire, si vous voulez vraiment un risque comme celui-là, ce client, cette histoire que je raconte, si ce client avait créé une différence au niveau de ses supports, s'il avait pris son serveur chez un constructeur et le 2e peut-être chez un autre constructeur, ou même en restant chez le même constructeur, prendre une gamme, un modèle différent avec un contrôleur différent déjà, ça crée une différence. Il n'aurait pas été confronté à cette situation, il ne se serait pas retrouvé avec l'ensemble de ces 2 copies de sauvegarde totalement inutilisables. Donc c'est simplement une question de bon sens. Plus il y a de différence entre les supports utilisés, plus faible est la probabilité de perdre ces données. C'est une question de probabilité. Gestion des risques, la sauvegarde et tout ça, c'est la gestion de risques et la probabilité, il faut qu'elle soit la plus faible possible. La probabilité de perte de données, il faut la réduire à son minimum. Donc 2 supports médias. 2 médias différents et distincts. Maintenant, il y a plusieurs combinaisons possibles. Sauvegarde sur disque, et puis externalisation sur disque, mais avec, voilà, il faut créer des différences. Peut-être constructeurs différents, ou des modèles différents,
Voilà. Plus il y a de différence, mieux c'est. Vous pouvez faire une sauvegarde sur disque, une sauvegarde sur bande. Sauvegarde sur bande. La bande est un support de sauvegarde qui est très intéressant. On va le voir dans l'étape suivante. Ou, autre possibilité intéressante, mais souvent sous-estimée, qu'elle on ne pense peut-être pas spontanément, c'est externaliser les sauvegardes, avoir la deuxième copie de sauvegarde dans le cloud. Lorsque vous n'avez pas de site distant, secondaire, le cloud est une alternative intéressante et permet d'avoir, en tout cas de suivre et d'adresser cette règle du 3-2-1, d'avoir les deux supports différents dans la règle. Le 1 de la règle, pour finir, c'est une copie hors site, c'est-à-dire avoir au moins une sauvegarde qui soit externalisée. Sur les deux sauvegardes, il faut au minimum en avoir une qui soit externalisée. L'externalisation, elle peut prendre différentes formes. Si vous avez un site secours, vous pouvez externaliser cette deuxième copie de sauvegarde vers le site secours. Ça marche très bien. Si vous avez deux salles informatiques, vous pouvez externaliser dans la deuxième salle. Deux data centers dans la deuxième salle. Donc ça marche très bien. Si vous avez des difficultés ou si vous êtes dans l'incapacité d'avoir cette deuxième entité, site, data center, site secours, encore une fois, une alternative intéressante, facile, accessible, simple, c'est d'externaliser cette copie de sauvegarde dans le cloud. Et quand on dit cloud, c'est vrai qu'on pense spontanément au cloud public, on pense aux hyperscalers que sont Amazon, Microsoft, Azure et Google et autres. C'est une solution. Mais vous pouvez aussi externaliser vers les infrastructures cloud d'un ST Digital, par exemple, qui a des offres cloud, dont c'est le métier, cloud, qui est un service provider, qui peut vous fournir et mettre à disposition du stockage pour héberger vos externalisations pendant une certaine période. Et je vous dis ça parce que c'est simple, il y a une réelle intégration. ST Digital, c'est un peu aussi l'objet du webinaire de ce matin, c'est vous présenter un peu le travail conjoint qu'on est en train de faire, qu'on a commencé à réaliser avec ST Digital, c'est qu'il y a une réelle intégration de nos solutions dans les environnements de ST Digital pour faciliter les choses. Vous, client Vim, prospect, si vous devenez client Vim prochainement, vous aurez une vraie facilité à externaliser vos sauvegardes vers les infrastructures cloud ST Digital parce que les technologies Vim sont déployées et mises en œuvre côté ST Digital pour que l'expérience Vim que vous savez mettre en œuvre sur vos infrastructures on-premise soit identique à celle que vous aurez si vous externalisez vos sauvegardes vers ST Digital. La même simplicité, la même facilité, depuis l'interface, vous allez choisir un stockage qui vous est présenté ou vendu par ST Digital pour pouvoir externaliser de manière simple, rapide, efficacement cette deuxième copie de sauvegarde, encore une fois, pour respecter cette règle du 3-2-1. Au minimum 2 sauvegardes, 2 médias et au minimum une externalisation. Ne pas mettre les 2 copies de sauvegarde dans le même panier ou dans le même sac, parce que voilà, comprenez que si l'ensemble des copies de sauvegarde sont sur la même machine au même endroit et qu'il y a un problème sur le site, un incendie, une inondation, un problème majeur, toutes les copies de sauvegarde sont perdues. Cette règle du 3-2-1, donc 3-2-1, 3 copies, 2 supports différents, une externalisation, et là, on l'a optimisé au fil des ans, on l'a amélioré pour surtout apporter des réponses dans le contexte actuel de ransomware. Et ce qu'on a rajouté, c'est surtout le 1, un deuxième 1. Il y a un 1 supplémentaire. C'est le plus important. Le 0, vous allez voir que c'est pas... bref, on va en parler quand même. Le deuxième 1, c'est simplement pour dire, c'est pour rappeler la nécessité de protéger les sauvegardes. Il faut que la copie de sauvegarde soit isolée, qu'elle soit protégée. Et il faut pouvoir répondre à... ou en tout cas apporter une réponse aux inquiétudes, à votre inquiétude. Enfin, ça me laisse ransomware. Comment je fais pour empêcher un hacker de supprimer mes sauvegardes? Eh bien, c'est tout ça. C'est utiliser un support qui soit isolé, qui ne soit pas atteignable sur le réseau ou difficilement atteignable. Okay. Donc, difficilement atteignable, c'est tout ce qui... tous les mécanismes qui empêchent la suppression
d'une information sur un stockage. Donc vous allez retrouver des termes immuabilité, immutabilité, inaltérabilité, bref, tout ça, ça renvoie à la même chose, c'est toutes les technologies qui empêchent la suppression ou la modification de données sur un stockage. Okay. Donc Vim propose des choses, mais il y a aussi d'autres acteurs qui le font. On peut le mettre en œuvre au niveau matériel, au niveau bête de stockage, verrouiller les sauvegardes pour empêcher qu'un hacker qui arrive à récupérer les permissions élevées dans l'environnement, même avec un privilège administrateur suprême, qui soit incapable de supprimer les sauvegardes. Et ça, c'est quelque chose que Vim propose de manière très simple. Mais encore une fois, il y a d'autres implémentations possibles qui existent. Le deuxième 1, il peut être adressé par l'utilisation d'un média qui est totalement offline et déconnecté du SI. Et le support qui est parfaitement indiqué pour ça aujourd'hui, le support par excellence offline et déconnecté, je pense que vous avez deviné, c'est la bande, le tape, sauvegarde sur bande, qui n'avait plus les faveurs de certaines directions informatiques ces dernières années, a à nouveau le vent en poupe, parce que dans le contexte ransomware, dans ce besoin de protéger et d'isoler la copie de sauvegarde, le fait de stocker sur un média offline qui est la bande, c'est une réponse efficace à cette menace et ça permet, encore une fois, d'améliorer votre résilience. Donc, la sauvegarde sur bande, c'est une copie secondaire, encore une fois. Hein. Il faut éviter d'utiliser la bande comme source de restauration principale, primaire. La bande, c'est pour la copie secondaire, externalisée, pour conserver sur des durées importantes, l'archiver sur des durées longues, par exemple. Mais il faut sauvegarder d'abord sur un média qui est beaucoup plus rapide pour les restaurations, c'est le disque ou le cloud. Après, ça dépend des bandes passantes entre votre environnement et le cloud, mais la bande ne doit pas être utilisée comme source de restauration principale, c'est secondaire. Donc ça, c'est le deuxième 1. Une copie hors ligne, entièrement isolée ou inaltérable, au minimum. Et puis, pour finir par un 0, c'est simplement pour rappeler, vous rappeler l'importance de faire des tests réguliers de restauration pour avoir la garantie que vos sauvegardes contiennent aucune erreur, 0 erreur, pour être certain et avoir la garantie que vos sauvegardes sont fiables et que le jour venu, le jour où vous aurez une restauration importante à faire, pour avoir la garantie de pouvoir restaurer vos données. Pour ça, pour avoir cette confiance et cette sérénité, il faut faire des tests de restauration réguliers et le plus souvent possible. Vim vous apporte beaucoup d'aide sur ce point-là pour faciliter les tests de restauration. On va simplifier les choses, on va lever toutes les contraintes, problèmes de stockage, problèmes de conflit dans l'environnement. Ce ne sera plus nécessaire d'avoir du stockage disponible, ce ne sera plus nécessaire d'interrompre la production ou d'arrêter l'activité pour faire des restaurations parce qu'on va proposer des mécanismes qui vont simplifier tout ça, qui vont lever toutes ces contraintes et vous permettre de faire des tests réguliers. On va même les automatiser, donc, pas d'opération manuelle, quelque chose qui va se préparer et Vim va tout seul déployer des environnements pour tester et faire un rapport que vous recevrez dans votre boîte mail avec l'état des tests qui ont été réalisés. Et donc, les tests de restauration, c'est quelque chose de très important. Et dans la stratégie globale, c'est illustré par le 0. Donc, cette règle du 3-2-1 et sa déclinaison beaucoup plus résiliente qu'est le 3-2-1-0, c'est une règle fondamentale. Si tous les environnements de nos clients pouvaient appliquer ce principe-là, beaucoup de nos clients seraient moins exposés au risque ransomware et auraient une résilience bien meilleure, une confiance, une sérénité dans leur capacité à repartir, à restaurer. Et peut-être que le ransomware serait moins une catastrophe et moins un fléau moins important de nos jours. Restauration. Bon, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure. La sauvegarde, c'est bien, et la finalité, c'est restaurer. D'accord ? Sauvegarde pour restaurer. Sauvegarde sans restauration, ça ne sert pas à grand-chose.
La sauvegarde, c'est un point de passage. Et sur le sujet de la restauration, Vim a énormément de choses à proposer, à faire valoir. Restauration instantanée, avec il y a une technologie très emblématique chez Vim, c'est peut-être la plus emblématique en termes d'innovation, c'est une technologie qui s'appelle l'instant recovery. Vous avez déjà peut-être entendu ce terme, parce que c'est devenu un terme générique. Tout le monde s'est un peu approprié, mais en réalité, l'instant recovery a été inventé par Vim il y a 15 ans. Une technologie inventée par Vim il y a 15 ans. Évidemment, aujourd'hui, vous avez des équivalents, des copies, les concurrents proposent des choses équivalentes, mais pendant ces 15 années, Vim ne s'est pas endormi sur ses lauriers. On a fait évoluer la fonctionnalité, on l'a élargi, on l'a optimisé, on l'a étendu à quasiment l'ensemble des workloads et des données chez nos clients. Ce principe d'instant recovery, c'est simplement, en tout cas la promesse, à quoi ça sert cette technologie, la promesse qu'on fait, c'est de vous garantir des temps de restauration qui sont extrêmement courts pour l'ensemble de vos applications. Quelle que soit la taille des données, quelle que soit la taille des serveurs, un serveur physique, une machine virtuelle, qu'elle fasse 200 gigas ou 10 Tera, le temps de restauration, en tout cas le temps de démarrage de l'application, de remise en fonctionnement de l'application, il est invariant et il est de l'ordre de la minute. En quelques minutes, vous êtes capable de remettre en fonctionnement une application, un serveur qui aurait été indisponible. C'est ça la promesse de l'instant recovery, c'est vous donner des RTO qui sont très courts de l'ordre de la minute. Et donc c'est une technologie à utiliser pour les applications les plus critiques. La messagerie, par exemple. La messagerie, c'est la chose la plus critique. Si vous avez encore des serveurs de messagerie on-prem, c'est sans doute une des applications les plus critiques de l'entreprise. S'il n'y a plus de messagerie, c'est compliqué pour l'entreprise de travailler. Et puis après, il y a des bases de données, des applications en fonction des métiers. Pour toutes ces applications-là, avec Vim, vous pouvez vous engager, vous, direction informatique, vous pouvez vous engager sur des temps de restauration. Dire, cette application, avec mécanisme de Vim, je peux remettre en service mon application en quelques minutes. Je ne rentre pas forcément dans les détails techniques, mais c'est ce qu'il faut retenir. Après, comment ça fonctionne, comment ça marche, je dirais que ce n'est pas très important. C'est peut-être des détails techniques qui ne sont pas indispensables pour la session de ce matin. Mais ce principe d'instant recovery, au départ, on l'a créé pour les machines virtuelles. Au départ, VMware, il y a 15 ans. Ensuite, Hyper-V, on l'a proposé pour Hyper-V, lorsqu'on a intégré Hyper-V dans la liste des hyperviseurs supportés. Et puis, aujourd'hui, c'est disponible pour des machines physiques. Vous sauvegardez un serveur Windows Linux physique, vous pouvez démarrer le serveur physique dans une machine virtuelle en quelques minutes. En faisant, Vim va faire une sorte de conversion physical to virtual, P2V, vous permettant de démarrer le même serveur dans une machine virtuelle en quelques minutes. Donc on démarre directement les serveurs depuis la sauvegarde. C'est ça le cœur de la technologie, c'est la capacité de Vim de démarrer les serveurs directement depuis la sauvegarde sans faire de restauration dans un premier temps, parce que c'est la restauration qui est chronophage et qui prend du temps. C'est ça le cœur de la technologie. Et donc l'instant recovery est disponible pour les VM depuis toujours, machine physique, base de données Oracle, base de données SQL Server, base de données Postgre et tout ce qui est NAS, sauvegarde de NAS. Si vous avez des serveurs de fichiers ou du NAS, des choses comme ça que vous sauvegardez par Vim, vous pouvez aussi mettre en œuvre l'instant recovery de NAS. Okay, donc la restauration instantanée, c'est un réel différenciateur chez nous. Et si vous posez la question, peut-être certains de nos concurrents diront, bah oui, l'instant recovery on le fait, mais tout le monde sait faire, avec plus ou moins de réussite, l'instant recovery de machine virtuelle. Pour tout le reste, l'instant recovery de machine physique, SQL, Oracle, PostgreSQL, aujourd'hui, Vim est le seul à le proposer sur le marché. Toute cette technologie, les fonctionnalités, sauvegarde, restauration que j'ai pu évoquer, tout ça s'est intégré dans ce qu'on appelle une plateforme qui porte le nom très simple de Vim Data Platform, dans lesquelles vous retrouvez toutes les solutions et tous les produits qui vont chacun apporter des solutions à différents problèmes qu'on a évoqués.
La partie sauvegarde sécurisée et restauration rapide, c'est le rectangle du bas, c'est l'élément central de la plateforme. C'est le vaisseau amiral de la plateforme, c'est le moteur de la plateforme. Hein. Sans la couche sauvegarde sécurisée et restauration rapide, rien de tout ça n'existe. La plateforme n'existe pas. Donc c'est un élément central. C'est pour ça que je vous disais que la sauvegarde, c'est important. C'est d'abord la sauvegarde, de bonnes sauvegardes, fiables, avec des tests de restauration, et ensuite on peut passer à l'étape suivante de restauration avec la granularité, et on peut remonter d'une couche sur le rectangle au milieu, supervision, analyse et proactive, pour apporter des capacités supplémentaires, vous donner de la visibilité sur l'ensemble des données, vous donner de la visibilité sur l'ensemble des copies de sauvegarde, faire du monitoring, de la supervision, du reporting avancé, pouvoir comprendre par exemple dans l'environnement ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois ou sur toute l'année écoulée, sortir des rapports qui sont très graphiques, qui peuvent être lus et compris par des profils un peu plus exécutifs, par le DSI, par le directeur financier, par le directeur général. Si vous avez besoin, par exemple, d'apporter la preuve que la stratégie de protection de données ou le choix VIM est un choix pertinent parce que les sauvegardes sont plus fiables, c'est des informations que vous pouvez trouver très rapidement grâce à cette couche de supervision et analyse proactive, reporting. Donc, vous avez des rapports au format PDF, au format Word, Excel, PowerPoint, qui sont très graphiques et qui vous donnent cette information-là de manière très simple, de manière très rapide. Et puis la couche supérieure, c'est tout ce qui concerne les aspects d'automatisation, d'orchestration de la reprise, de la restauration. Donc, ça adresse tous les sujets alors de restauration évidemment, mais aussi les sujets de reprise d'activité, de PRA. Typiquement, si je perds tout un data center, comment est-ce que je redémarre mon activité sur le data center sous cours? Voilà. Pour que ce soit rapide, efficace, fiable, il faut de l'automatisation. Et utiliser une technologie pour ça, ça aide à avoir des RTO qui sont optimaux. Ça évite les erreurs humaines, parce qu'on automatise et c'est la machine qui exécute. Vous avez une documentation qui est générée automatiquement par la solution. Ça évite de documenter le PRA, parce que ça prend du temps, c'est chronophage. Et souvent, la documentation qui est générée manuellement, au bout de 3 mois, elle est obsolète parce que l'environnement évolue sans arrêt et il faut mettre à jour sans cesse la documentation. Là, la promesse de VIM, c'est de vous donner un produit qui le gère pour vous, qui vous libère du temps, qui automatise la documentation, qui automatise et qui vous permet d'envisager une reprise d'activité ou un redémarrage de vos applications de manière optimale sur un site secours. Okay. Toute cette plateforme, vous voyez en bas, c'est une plateforme unique, centrale, globale, qui permet de protéger vos données virtuelles, physiques, vos applications, protection des environnements SaaS comme Microsoft 365, protection de vos données cloud publiques, vos VM Azure, vos VM AWS, EC2, les VM dans Google Cloud et les containers Kubernetes. Si vous êtes déjà utilisateur de containers Kubernetes, sachez que la plateforme, la Vim Data Platform, a des solutions, des mécanismes pour protéger ce type de données. Je pense que j'ai... Ouais, il y a une question? Alors, voyons voir. Une question de... Oui, tu as une question dans le chat. Question de Herbert. À quoi sert la fonction REIP sur Vim? C'est une question bien technique, ça. À quoi sert la fonction REIP sur Vim? Alors, la fonction REIP sur Vim, alors c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais ça va me permettre d'en parler un peu. J'ai beaucoup parlé de sauvegarde, restauration. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Vim fait de la réplication aussi de machines virtuelles. Quelle est la différence entre sauvegarde et réplication? C'est simplement, quand vous faites une sauvegarde, vous obtenez une sauvegarde. La sauvegarde, de manière concrète, en termes informatiques, c'est un fichier qui est compressé et qui contient plein d'informations. On parle d'archives de sauvegarde.
il faut vraiment le voir comme lorsque vous utilisez WinZip ou 7zip pour compresser des fichiers. Vous pouvez mettre plusieurs fichiers à l'intérieur, vous créez un zip, donc c'est un seul fichier qui en contient d'autres. C'est compressé, on réduit la taille. Les sauvegardes, c'est ça. Vous regardez les sauvegardes Vim, vous verrez un fichier qui est compressé, tous les blocs de données sont à l'intérieur. Donc c'est des archives de sauvegarde. Donc quand on fait une sauvegarde, on obtient une sauvegarde, une archive de sauvegarde de ce type-là. Quand on utilise la réplication Vim, ce qu'on obtient en destination, si on réplique une machine virtuelle, on obtient une machine virtuelle à la destination, telle qu'elle. Pas une machine dont les blocs sont intégrés dans une archive et autres. C'est vraiment une machine virtuelle telle qu'elle. Ça veut dire que quand on fait une réplication avec Vim, à la destination, il faut avoir un site secours ou un data center secours, et il faut une infrastructure de virtualisation. Si je veux répliquer une VM VMware, il me faut un hyperviseur VMware à destination. Et Vim va répliquer la VM de l'hyperviseur source vers un hyperviseur de destination. Et à la destination, vous obtenez une machine virtuelle qu'on appelle un réplica. C'est une machine qui est identique à la machine d'origine initiale sur le site de production. Elle est éteinte, elle est synchronisée à une fréquence qui est définie par un job de réplication. Vous pouvez toutes les demi-heures répliquer l'information pour la synchroniser. Et en cas d'incident sur le site principal ou sur cette VM source, il faut faire ce qu'on appelle un failover, c'est une bascule, en un clic dans l'interface Vim, qui va démarrer le réplica, la machine, sur le site secours. Donc c'est utilisé, la réplication Vim, c'est parfois lorsque vous souhaitez avoir des temps de reprise très courts pour certaines applications, parfois la sauvegarde n'est pas en mesure de délivrer ce temps de restauration. Et il faut faire appel à d'autres mécanismes, dont la réplication de Vim. D'accord ? Si vous avez besoin de... Vous avez un site, alors là, évidemment, vous avez compris que la condition, c'est d'avoir déjà un site secours et d'avoir une infrastructure de virtualisation en destination. Et ça permet comme ça de... Je perds mon serveur ou plusieurs serveurs, j'ai des sauvegardes, mais restaurer depuis les sauvegardes, ça va prendre beaucoup plus de temps. Je peux simplement faire un failover et déclencher le démarrage des réplicas sur le site secours. D'accord ? Ça permet de démarrer beaucoup plus vite lorsqu'on perd un site entier, par exemple, ou lorsqu'on a une perte partielle seulement de ces données. La bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas de site secours, vous n'avez pas d'infrastructure secours, et que vous n'avez pas d'hyperviseur, il y a deux conditions, il faut avoir un site secours, et il faut avoir une infrastructure de virtualisation sur le site secours qui tourne. Si vous ne respectez pas ces conditions, encore une fois, le cloud est une alternative simple, rapide et efficace. Dans les offres que ST Digital vous proposera, vous aurez la possibilité de faire ce qu'on appelle du DR as a service, Disaster Recovery as a Service. C'est-à-dire que ST Digital pourra mettre à votre disposition une infrastructure de virtualisation pour accueillir vos réplicas, vos machines. Et si vous perdez le site central intégralement, vous avez la possibilité de démarrer l'ensemble de vos machines virtuelles sur les infrastructures de data center de ST Digital, encore une fois avec la même technologie. Tout ça sont des technologies Vim qui opèrent sur vos environnements, mais qui opèrent aussi côté ST Digital sur les data centers de ST Digital pour que tout ça, la gestion et l'utilisation soit la plus simple pour vous et la plus efficace possible. Alors la question, pour répondre au REIP, le REIP, c'est simplement lorsque on effectue une réplication de VM et qu'on fait ce qu'on appelle le failover. Le failover, c'est ce qui déclenche le démarrage des VM sur le site secours. Juste avant le démarrage des VM, si vous avez configuré au préalable en amont le REIP, Vim va simplement modifier l'adressage IP des machines avant de démarrer les réplicas. Pourquoi ? Parce que parfois, le plan d'adressage IP entre le site de production source et le site secours n'est pas le même. Ça dépend de la configuration réseau. Si vous n'êtes pas sur un réseau étendu et que le plan d'adressage est différent entre site principal et site secours, pour ne pas vous obliger à changer les adresses IP manuellement, ce qui rallongerait les temps de reprise de l'autre côté, Vim peut prendre en charge cette opération de modification de l'adresse IP pour que lorsque la machine démarre ce site secours et que le failover est effectué, que le serveur, le réplica du site secours démarre tout de suite dans le contexte réseau du site secours, automatiquement. Donc c'est le REIP, comme son nom l'indique, REIP, c'est une modification de l'adressage IP du réplica, si vous le souhaitez, qui est pris en charge par Vim. Ce n'est pas une opération manuelle, c'est Vim qui va le prendre en charge. Donc évidemment, il faut préparer les choses en amont, il faut donner
des informations d'adressage IP à Vim. Et avant de démarrer ou de faire le failover, Vim va modifier l'adressage IP pour que la machine, le réplica, démarre dans le contexte réseau du site secours. Voilà, voilà l'explication. Est-il possible de modifier l'adresse IP d'un serveur qui est répliqué sur notre site? Ben voilà. Avec le REIP, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez vous-même le faire, mais vous pouvez confier cette opération à Vim pour que ce soit beaucoup plus rapide. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voulais aussi parler, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, on va avancer et parler d'un petit sujet rapidement, il n'y a pas d'autres questions. Hein. Ok. Je voulais vous présenter aussi la partie Office 365, qui est l'une des applications SaaS qu'on sauvegarde. Je voulais évoquer ce sujet avec vous parce que je sais que beaucoup d'entre vous êtes déjà clients et utilisateurs depuis de nombreuses années de la messagerie de Microsoft 365. Et souvent, lorsqu'on pose la question, qu'on rencontre certains de nos clients et qu'on leur pose la question de savoir si les données Microsoft 365 sont sauvegardées, s'il y a des sauvegardes existantes, la réponse qu'on reçoit, qu'on a reçue déjà quelques années, les choses sont en train de changer quand même maintenant, c'est celle qui est affichée à l'écran. Je n'ai pas besoin de sauvegarde, je n'ai pas besoin de sauvegarder Microsoft. Pourquoi il faut sauvegarder Microsoft 365? C'est pas nécessaire, Microsoft s'en occupe déjà. Je ne vais pas acheter ou faire une sauvegarde alors que Microsoft le gère à ma place. Donc ça, c'est la perception générale, enfin générale, de moins en moins, encore certains clients, mais qui est due à une certaine ambiguïté parfois côté Microsoft ou une mauvaise compréhension des responsabilités de Microsoft et celles du client. La responsabilité de Microsoft et votre responsabilité à vous. La réalité, la perception, c'est Microsoft s'occupe de tout, mais la réalité, c'est ça. Microsoft ne s'occupe pas de tout. Et Microsoft ne fait pas de sauvegarde. Ça, on peut l'affirmer. Microsoft l'affirme. Microsoft ne fait pas de sauvegarde de Microsoft 365. Tout ce qui est proposé par Microsoft, parce que Microsoft ne laisse pas non plus tous ses clients comme ça, sans mécanisme et sans solution, ou sans le minimum en termes de protection. Il existe, il y a des mécanismes de protection, mais qui ne sont pas de la sauvegarde, qui ne répondent pas à la définition d'une sauvegarde. Microsoft propose des mécanismes de protection, si on peut appeler ça comme ça, très court terme, qui sont souvent regroupés sous le terme de retention policy, politique de rétention. Donc c'est des mécanismes de rétention de données avec l'utilisation de corbeilles, ce genre de choses. C'est-à-dire vous supprimez une donnée, la donnée, vous avez un mail par exemple, vous le supprimez, ça va dans une corbeille Outlook auquel vous avez accès, vous pouvez récupérer les données dans la corbeille. Et si vous supprimez la corbeille, ça passe dans une sous-corbeille que vous ne visualisez pas. En général, l'utilisateur Outlook n'a pas accès à cette corbeille secondaire, mais l'administrateur de la messagerie, lui, peut y accéder et restaurer les données. Donc, c'est des mécanismes de corbeille. La limite de ces mécanismes-là, alors déjà, ce n'est pas de la sauvegarde dans le sens où la définition de la sauvegarde, c'est une copie de la donnée qui est externalisée, qui est stockée sur un support différent. Je prends une copie, je copie la donnée, et je la stocke sous un autre format, et surtout sur un autre support différent. Tout ce qui reste dans l'écosystème source, dans l'environnement source original, n'est pas considéré comme une vraie sauvegarde. Les mécanismes de Microsoft, c'est de la rétention. Donc ça va dans des corbeilles, les informations restent sur l'environnement Microsoft. C'est juste, c'est plus visible, mais c'est toujours stocké. Ces informations-là, Microsoft va les conserver pendant 30 jours, en moyenne. Tout ce qui est mail, c'est 30 jours. Pour SharePoint et autres, on peut aller jusqu'à 90 jours, mais encore, ça dépend de la configuration. Mais grosso modo, au bout de 30 jours, la donnée est supprimée. Un autre scénario, si vous avez un utilisateur un peu VIP ou critique qui quitte l'entreprise, vous retirez la licence Office 365, la mailbox est conservée pendant 30 jours par Microsoft. Après 30 jours, la mailbox est supprimée. Donc si c'est un utilisateur ou une mailbox critique que vous souhaitez conserver après le départ du collaborateur, conserver pendant 1 an ou 2 ans pour des raisons légales ou autres,
vous aurez difficilement une solution venant de la part de Microsoft. Il vous faudra une vraie solution de sauvegarde qui est capable de copier la donnée, de la stocker, et une solution vous permettant de définir une durée de conservation qui est la vôtre. Vous pouvez essayer de la conserver sur 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction de vos attentes et de vos exigences. Et pour ça, il faut une solution de sauvegarde. Microsoft ne fait pas de sauvegarde. Il y a plein d'autres scénarios comme ça qui ne sont pas couverts par ce que propose Microsoft. C'est un minimum. Ça peut convenir dans certains environnements. Je ne dis pas que la sauvegarde est indispensable. Si vous considérez que tout ce qui est messagerie ou les données de certains utilisateurs ne sont pas critiques, vous pouvez vous contenter des mécanismes basiques de rétention de Microsoft. Pour des utilisateurs peut-être plus critiques, VIP et autres, pouvoir sauvegarder, définir une durée de conservation longue, vous protéger des erreurs humaines. Parce que souvent, j'entends dire, les clients me disent, si je ne supprime rien, que tout se passe bien et que je renouvelle régulièrement mon support, quel est le risque de perte de données? Ah oui, effectivement, il n'y a pas de risque de perte de données, mais il y a un risque qui est par exemple le risque, l'erreur manuelle. Les administrateurs de Microsoft 365 peuvent faire des erreurs et, sans faire exprès, supprimer ou perdre des données. C'est déjà arrivé. D'ailleurs, il y a, je crois, 2 ou 3 ans, il y a un grand cabinet de conseil américain qui a communiqué dessus de manière ouverte, qui s'appelle KPMG. Si vous regardez sur Internet, vous tapez KPMG perte Teams. KPMG a perdu toutes les conversations Teams de ses 14 000 utilisateurs à cause d'une opération, d'une erreur d'un administrateur qui a exécuté un script sur l'outil d'administration d'Office 365 et ça a engendré la perte définitive de toutes les conversations Teams. Donc ils ont été dans l'incapacité de restaurer parce que pas de sauvegarde au départ et les mécanismes de Microsoft ont été insuffisants pour récupérer la donnée. Donc l'erreur manuelle, c'est un risque. Le ransomware, c'est un risque. Il y a d'autres risques qui existent qui exposent vos données sans une vraie solution de sauvegarde. Si vous comptez exclusivement sur les mécanismes de Microsoft qui ne sont pas du backup, vous prenez le risque de perdre définitivement certaines informations. Donc c'est une vraie question à se poser. Et quelles sont vos données critiques? Est-ce que c'est suffisamment critique pour sauvegarder? C'est à vous de prendre cette décision, évidemment, mais je voulais vous sensibiliser sur ce point-là. Tout ça, c'est régi par un modèle qui s'appelle modèle de la responsabilité partagée. Si vous tapez share model responsibility, vous aurez l'information officielle même sur le site de Microsoft. Microsoft est responsable de l'infrastructure globale. Microsoft se charge de gérer les serveurs Exchange online. Il y a de la réplication dans tous les sens, il y a de la redondance, il y a de la très très haute disponibilité au niveau infrastructure, donc Exchange. Évidemment, Microsoft gère les mises à jour, les correctifs, tout ça c'est parfaitement géré. Et ce qui fait qu'il y a très peu l'indisponibilité, elle est proche de zéro. Une disponibilité avec, je sais pas, 15, 9, 29, 99,9 après de disponibilité parce que c'est extrêmement redondant. En revanche, toutes les données que vous générez, que vous créez, vous écrivez des mails, vous échangez des informations, vous stockez des données dans OneDrive, vous avez parfois des SharePoint, tout ça, ce sont vos données, c'est vous qui les gérez, vous êtes responsable de ces données et vous êtes responsable de leur protection. Microsoft n'assure pas la sauvegarde de ces informations, encore une fois. Et ça, c'est clairement, voilà, le slide résume un peu la responsabilité partagée, celle de Microsoft et la responsabilité de vous, utilisateurs, et vous, clients des offres 365 de Microsoft. Alors, juste pour étayer ce qu'a dit Arnaud, nous, en tant que partenaire Microsoft, on confirme tout ce qu'Arnaud a dit. Effectivement, là, on se retrouve vraiment dans un modèle de responsabilité partagée. Vous êtes responsable de sauvegarder vos données sur le cloud Microsoft. C'est votre responsabilité. Donc, vous ne pourrez jamais vous retourner vers Microsoft si jamais vous avez un problème de sinistre. Il faudra vraiment en être conscient. OK? Voilà, c'était juste pour confirmer la confirmation, Arnaud. Merci, Patricia. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle question? Est-il possible de récupérer... C'est toujours Herbert. C'est le seul qui suit, en fait. J'espère que non.
Est-il possible de récupérer les données précédemment sauvegardées au cas où Vim venait à crasher? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Effectivement, on revient un peu en arrière, là, c'est plus Office 365. Mais, alors la réponse est oui, totalement oui. Pourquoi? Parce que les sauvegardes Vim, une des caractéristiques que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les sauvegardes sont portables et surtout, les sauvegardes Vim sont autonomes. On n'a pas de catalogue, de choses compliquées. Une sauvegarde Vim, elle est totalement autonome et elle est autosuffisante, c'est le terme qu'on utilise souvent, autosuffisante. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune dépendance entre la sauvegarde Vim et le serveur Vim qui a été utilisé pour générer cette sauvegarde. Si le serveur Vim disparaît, il y a un crash, une indisponibilité, et que la sauvegarde, vous l'avez en main, vous avez toujours la capacité de récupérer la donnée à l'intérieur. Pour ça, différentes choses à faire, il suffit de réinstaller un serveur Vim en quelques minutes, d'importer la sauvegarde dans le nouveau Vim Backup serveur et vous retrouvez les capacités de restauration de manière aussi simple. C'est aussi simple que ça. Maintenant, en fait, à partir du moment où vous avez une sauvegarde, la sauvegarde est restaurable, quel que soit le backup serveur. J'ai la sauvegarde, si j'ai plus de backup serveur, c'est pas très grave. Le fichier que j'ai, il est portable et autonome et je peux récupérer la donnée et la restaurer quoi qu'il arrive, avec n'importe quel autre backup serveur et même avec un utilitaire simple qu'on appelle Vim Extractor qui permet d'extraire la donnée, un peu à l'image encore une fois d'un WinZip ou un 7-zip où on compresse et puis ensuite on fait une extraction pour sortir les données. Là c'est le même principe. Maintenant pour sécuriser, vous allez me dire, si tout le monde peut accéder à l'information à partir du moment où il a la sauvegarde, vous pouvez faire du chiffrement. Vous pouvez dire à Vim de chiffrer le fichier et pouvoir extraire la donnée. Si par exemple vous avez un vol de sauvegarde ou une extorsion des sauvegardes, pour empêcher des personnes de restaurer et de récupérer l'information, Vim peut chiffrer l'archive de sauvegarde et demander donc une clé de déchiffrement au moment de la restauration. Donc c'est de cette manière-là qu'on va contrôler l'accès et éviter, en tout cas pour assurer une certaine limitation d'accès à l'information. Herbert, est-ce que c'est clair? Bon, je suppose que oui. C'est clair. Merci. Ouais. Bon. Très clair, merci. J'avais prévu faire la pause à ce moment-là, mais on va continuer. Bon, juste pour finir, ça va être assez rapide sur cette deuxième partie. L'idée, l'objectif, c'était de vous parler un peu de... Mais je pense que j'en ai parlé quelques fois, à quelques moments. Pourquoi souscrire? Alors pourquoi est-ce qu'on est avec ST Digital aujourd'hui? C'est parce qu'on voulait vous présenter toutes les offres, les possibilités qui s'offrent à vous pour retenir une chose, pour pouvoir mettre en œuvre ce principe du 3-2-1, cette règle du 3-2-1 de manière simple. C'est vraiment une règle fondamentale qui doit driver, orienter toute votre stratégie de protection de données. Le 3-2-1, 2 copies de sauvegarde et au minimum une externalisation. Une externalisation. Et une manière simple d'externaliser, c'est de mettre la donnée le plus loin possible de votre site on-premise, de votre site local, de votre data center local. Okay. Si vous avez un site secondaire, vous avez une infrastructure qui est... vous avez le budget pour construire plusieurs data centers avec des sites distants, très bien. Vous pouvez utiliser l'ensemble de vos sites pour externaliser, avoir plusieurs copies, avoir des sites de secours et autres. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous pouvez externaliser vos sauvegardes, faire du 3-2-1 de manière simple et rapide, en externalisant une copie de vos sauvegardes vers ST Digital. Avec beaucoup de simplicité et facilité. J'aurais pu vous montrer une petite démonstration, mais côté ST Digital, il y a une solution Vim. Vous avez du Vim à la source, et en fait, on va juste faire le lien entre les deux, avec des mécanismes très simples, une simple connexion Internet, pas besoin de configuration VPN entre vous et ST Digital, il faut une simple connexion Internet, qui va être évidemment sécurisée par du SSL et du TLS, pour sécuriser et chiffrer le flux. Et depuis votre console, si vous avez une console, si vous êtes externe,
et que vous voulez garder la gestion des sauvegardes, depuis votre console Vim sur l'infrastructure on-premise, vous aurez une visibilité sur la copie de sauvegarde locale, mais aussi sur la copie de sauvegarde qui a été stockée sur les data centers de ST Digital. Et au moment de la restauration, vous aurez plusieurs sources de restauration. Vous pourrez utiliser la copie de sauvegarde locale, mais aussi la copie externalisée chez ST Digital. Donc vous visualisez vos sauvegardes. Vous avez vraiment l'impression que les deux sauvegardes sont à votre disposition. Il y en a une locale, mais une qui est physiquement sur le data center de ST Digital. Et vous pouvez comme ça, si vous perdez la copie locale de sauvegarde, utiliser la copie de sauvegarde externalisée chez ST Digital pour assurer la restauration et même faire de l'instant recovery. Tout à l'heure, je parlais de l'instant recovery, la capacité de démarrer directement une machine depuis la sauvegarde. L'instant recovery fonctionne à partir de la copie de sauvegarde externalisée. Oui. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous présenter. ST Digital propose donc, des offres de backup as a service, donc on appelle ça backup as a service. Alors, il y a différents niveaux de service, mais je pense que ST Digital sera présenté mieux que moi, mais dans les grandes lignes, en général, vous pouvez simplement externaliser vos sauvegardes vers ST Digital, si vous avez une infrastructure externe, votre data center on-premise. Si vous êtes hébergé chez ST Digital, vous pouvez confier la gestion des sauvegardes à ST Digital avec une offre de backup as a service. ST Digital va assurer la protection, la sauvegarde, ils vont s'assurer que le 3.2.1 est bien implémenté avec 2 copies de sauvegarde. Et donc, vous payez un service, et service de backup, service manager. Tout ce qui est gestion est en charge par ST Digital. Si vous voulez garder le contrôle, c'est aussi possible. Vous voulez garder le contrôle sur la gestion et vous avez souscrit une offre IaaS, par exemple, chez ST Digital. Vous pouvez continuer à le gérer vous-même depuis l'infrastructure ST ou depuis l'extérieur. Et la troisième catégorie de service, c'est la reprise d'activité, le DR, Disaster Recovery as a Service. Et là, c'est vous mettez en place une stratégie pour vous protéger du risque de perte complète d'un data center, d'un site. Si vous perdez complètement le data center, vous allez utiliser le data center de ST Digital comme site secours. Donc, ça va se faire grâce à de la réplication Vim de machines virtuelles. Vous allez répliquer vos VM vers les hyperviseurs de ST Digital. Et vous aurez ainsi la possibilité de redémarrer vos services, vos applications sur ce data center pour refaire partir l'activité. Encore une fois, tout ça grâce à la technologie Vim entre les deux, qui crée un tunnel Internet entre la source et la destination avec des interfaces qui vont permettre de déclencher la bascule, qui vont vous permettre de suivre l'activité, qui vont vous permettre de générer des rapports, qui vont permettre de suivre votre consommation des ressources de stockage, des ressources de calcul, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est ce qui est résumé sur ce slide. Trois grandes catégories. Encore une fois, là, c'est un peu générique. Après, vous aurez le détail avec ST Digital sur les offres et sur toutes les subtilités, mais ce sont les 3 grandes catégories d'offres. Infrastructure protection, c'est le scénario où vous êtes hébergé hosté chez ST Digital. Et là, c'est géré par ST Digital selon le niveau de service auquel vous avez souscrit. Off-site backup. Off-site backup, c'est l'externalisation de backup. C'est-à-dire que vous avez votre propre data center, vous avez une infrastructure on-premise, vous avez une sauvegarde locale, mais vous voulez faire du 3.2.1 et externaliser. Vous externalisez, vous faites un off-site backup vers ST Digital pour avoir externalisé cette deuxième copie de sauvegarde. Et le DR Recovery qu'on a vu, Disaster Recovery as a Service, vous répliquez vos VM pour vous protéger pouvoir assurer la reprise si vous perdez tout un site, tout le site tombe, disparaît. Vous pouvez redémarrer vos machines directement, donc sans faire de restauration, encore une fois. C'est simplement le redémarrage des machines sur le côté ST Digital. Il y a un troisième scénario, un troisième type d'offre et de service auquel vous pouvez souscrire. Ça, je ne vais pas m'avancer, mais ST Digital vous dira si c'est quelque chose présent dans leur roadmap, ils vous le diront. C'est toute la partie public cloud protection. L'idée, c'est de dire, si vous avez des applications cloud natives qui sont déployées dans Azure aujourd'hui, Azure VM,
des machines EC2, AWS ou chez Google Cloud, vous pouvez aussi faire du 3-2-1 de ces données. C'est-à-dire que vous allez faire une première sauvegarde dans le cloud, et la deuxième sauvegarde, il faudra la sortir du cloud pour l'externaliser. Où est-ce que vous pouvez l'envoyer? Vous pouvez l'envoyer sur vos infrastructures on-premise, si vous avez du stockage et des infrastructures, et vous pouvez aussi envoyer cette deuxième copie de sauvegarde en provenance du cloud. Vous pouvez l'envoyer vers du stockage proposé et vendu par ST Digital. C'est le même principe. Donc c'est du 3-2-1 à l'envers. On a vu le off-site backup, on part de on-prem vers ST Digital. Là, on part du cloud vers ST Digital. D'accord? Mais c'est sensiblement, c'est le même principe. C'est une forme de off-site backup. C'est une off-site backup en provenance du cloud public. Voilà. Bon, je pense que c'est tout ce que je voulais vous présenter. Alors, je vais finir sur ce slide, un peu plus graphique, qui permet peut-être d'avoir une compréhension un peu plus concrète des flux, des échanges. Ce que vous avez à droite, c'est une infrastructure. Alors, on va considérer ça, vous allez considérer ça comme votre environnement, vos clients. Okay, c'est un exemple de client on-premise qui dispose, voilà, ici, j'espère que vous voyez ma souris, qui dispose ici de Vim Backup et Réplication en local pour sauvegarder donc, des machines virtuelles sur son environnement. Ce client a des machines physiques Windows qui sont sauvegardées par Vim Agent for Windows, des machines physiques Linux qui sont sauvegardées par Vim Agent for Linux, et aussi des postes de travail utilisateurs qui sont sauvegardés par Vim Agent for Windows. Donc c'est un client qui a de la VM, de la machine physique et du poste de travail. Tout ça, c'est sauvegardé par Vim, avec un backup serveur ici qui est installé, qui permet de gérer la sauvegarde. Donc ça, c'est un client, peut-être un peu comme vous, avec sa propre infrastructure on-premise. On a ici, on va considérer qu'il y a une sauvegarde, la première sauvegarde locale, la copie locale qui est faite en local. Ce client veut pouvoir faire du 3-2-1, suivre la règle du 3-2-1, et avoir une copie externalisée, une deuxième copie de sauvegarde externalisée. On va laisser le cloud public pour l'instant. Les possibilités sont celles-là. Eh bien, vous avez la possibilité de vous adresser ici au numéro data center, mais on pourrait remplacer par ST Digital. Ici, ST Digital, sur son data center, va avoir un certain nombre de composants, du stockage, des consoles de gestion, un Vim Backup et Réplication, et ici, ce qu'on appelle des gateways, ce sont simplement des passerelles qui vont créer le lien entre vos environnements côté client on-prem et l'infrastructure de ST Digital. Et entre les deux, vous voyez qu'il y a les échanges vont se faire au travers d'une simple connexion Internet. Une simple connexion Internet, donc pas de VPN compliqué, de choses comme ça. Une simple connexion Internet, sécurisée, absolument, sécurisée, il faut le préciser, sécurisée, chiffrée, TLS. Côté ST Digital, c'est simplifié, il y a un seul port à ouvrir au niveau des pare-feux, un seul port à ouvrir de votre côté pour permettre l'échange et la communication. Et l'échange, c'est que Vim va créer la première copie de sauvegarde ici, et ensuite, la deuxième copie, il va l'externaliser, il va l'envoyer vers un repository qui est physiquement stocké ici. Et l'administrateur qui est ici, qui est sur la console Vim on-premise, il voit les deux copies. Il verra sa copie locale sur le repository local, et il verra le repository externalisé ici, de manière transparente. Ça apparaît dans l'interface comme un repository ordinaire, mais c'est un repository distant, présent physiquement côté ST Digital. Et pour la restauration, il peut restaurer ici, revenir là, utiliser la copie locale, il peut même faire de l'instant recovery d'ici vers son hyperviseur. Vous voyez, je veux dire, la sauvegarde est ici. Ici, vous avez une connexion Internet, vous avez des ESX. On peut faire un instant recovery, c'est-à-dire que vous allez avoir une VM qui va être démarrée ici sur votre VMware ou Hyper-V ou Nutanix AHV. La VM est démarrée, elle est présente ici, mais en fait, la VM est exécutée depuis la sauvegarde qui se trouve côté ST Digital. Okay. Vous pouvez voir ici la partie cloud. Si vous avez des machines Azure VM, EC2, AWS ou chez Google, même principe. On peut sauvegarder, Vim peut sauvegarder tout ça ici en local, une première copie.
et ensuite faire du 3-2-1, externaliser une copie vers le repository ici. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde. Non, pas de questions. Pas de questions. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va conclure. Matt? Allô? Oui? Oui? Merci Arnaud pour cette présentation. Avant de clôturer, je crois qu'on va donner 2 petites minutes à nos participants. Peut-être qu'il y a encore des questions qui ne sont pas sorties. Et à nos participants, je dirais, vous avez l'occasion, comme je l'ai dit plus tôt, vous avez l'occasion d'avoir l'équipe VIM. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Donc, voilà. 2 petites minutes pour les dernières questions et on va clôturer. Matt? Merci. Tu te prépares pour le mot de la fin? Je te laisse le mot de la fin. Hein? Faut que je prenne un verre d'eau. Bon, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Bon. Soit c'est que ça a été très clair, ou sinon, personne n'a écouté. Est-ce qu'on peut avoir le replay de la présentation? Ah, Fabrice, je ne sais pas si vous avez pensé à enregistrer la... Oui. Vous aurez le replay de la présentation puisque ça a été enregistré. Vous l'aurez dans votre boîte mail dès que ce sera disponible. Parfait. Bon, il n'y a pas de questions. Avant le début de la présentation, j'ai mis le lien. Nous avons eu à faire un webinaire avec l'équipe VIM sur la V12. J'ai mis le lien du replay sur le chat. Vous pouvez déjà aller regarder cette vidéo sur la V12 et également, comme je viens de le dire, vous aurez la présentation, le replay de cette présentation. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres inquiétudes, je vais mettre l'adresse mail de ST Digital. Vous pouvez nous contacter sur info@st.digital et on se fera un grand plaisir de vous répondre. Je crois qu'il y a une dernière question. Pouvons-nous avoir la partie tarification de VIM? Matt, on parle argent là, c'est pour toi. Viens. Il s'agit d'argent. Comment ça? Oui, la tarification de VIM, je pense qu'elle passe. Je laisse Madame Patricia répondre à cette question. Oui, ça passe automatiquement par ST Digital. Alors, j'ai entendu mon nom. Oui, Madame Patricia, c'est moi. Il y a eu une question sur le chat et je voulais que vous répondiez à cette question. Pouvons-nous avoir la partie tarification de VIM? Donc, je voudrais que vous répondiez à cette question. Ah, ok, d'accord. Bonjour, sans fixe team. Alors, tarification, oui, ça, vous nous faites la demande sur l'adresse info@stdigital. Fabrice, tu la mets dans le chat, s'il te plaît, et on vous donnera les prix que vous souhaitez. Super. Alors, merci beaucoup. Merci à tous. J'ai mis l'adresse mail sur le chat, info@st.digital. Vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous et bonne suite de journée. Merci Arnaud, merci Max. Fabrice, on voulait juste quand même conclure, et puis Matt voulait
Un petit mot. dire un petit mot. Mais D'accord. juste en termes de conclusion, bon, on a vu pas mal de choses, on a vu beaucoup de... J'ai essayé de vous présenter la vision technologique, ce que Vim sait faire et les différents sujets sur lesquels Vim peut vous accompagner avec de la technologie. Donc, je pense que vous avez une idée un peu plus claire de notre vision technologique. On a parlé fonctionnalité. L'innovation, c'est dans l'ADN de Vim depuis de nombreuses années. On continue à innover, à investir pour essayer de trouver des solutions un peu innovantes de manière unique à l'ensemble de vos problèmes et de vos difficultés, à la fois avec vous, nos clients, mais aussi nos partenaires comme ST Digital, pour construire de manière mutuelle des offres pour adresser le mieux possible l'ensemble de vos difficultés, de vos défis. Tout ça, c'est bien la vision, l'innovation, mais voilà, une question d'hommes aussi. Hein, Vim, c'est pas que de la technologie, c'est aussi des gens qui travaillent, des gens passionnés, comme Matt, par exemple, qui voulait vous dire 2 mots, voilà, pour finir. Bonjour, rebonjour. Comme compte, c'est 2 mots, parce que il me demande de conclure, mais il a fait la conclusion tout seul. Hein. C'est bien, Arnaud. Non, je vais juste dire. Et il ne peut pas se taire, il continue. Laisse la parole à Matt, Arnaud, s'il te plaît. Il peut tenir toute la journée, donc soyez prêts. Hein. En tout cas, merci à tous pour votre assiduité. Hein. Vous allez rester nombreux, présents à écouter Arnaud. C'est pas facile. Moi, je tiens 5 minutes avec lui, hein, vous savez. Autrement, c'est aussi merci à ST Digital d'avoir organisé ce webinaire. Je vais juste dire un mot par rapport à ST Digital et le partenariat avec Vim. C'est vraiment une relation de confiance qu'on essaye comme ST Digital d'instaurer avec notre partenaire qui a un certain nombre d'atouts pour vous permettre de bénéficier de notre outil Vim et pour vous aider à protéger au mieux vos données, que ce soit via le cloud ou on-premise. Donc ça, c'est très important. ST Digital est un partenaire qui va être de plus en plus présent avec Vim sur les différents pays, on va dire, de la région sous région. Et on compte beaucoup sur vous, clients et futurs clients, pour faire confiance à ST Digital. Voilà un petit peu le mot de la conclusion. Merci et puis je vous souhaite une très bonne journée et de belles solutions Vim à venir pour chacun de vous. Bonne journée. Merci Matt, merci à tous. Merci, bonne journée. Arnaud, un mot encore? Merci à vous de même. Lisez-les Arnaud, s'il vous plaît. Au revoir tout le monde, bonne journée. Au revoir, au revoir.